21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. La caricature, l'humour, le satirisme, la laïcité, tout rentre en ligne de compte avec notre sujet ce soir. Et notre invité s'appelle Jean Cry, que je salue. Bonsoir Jean Cry. Oui, bonsoir, bonsoir. Comment ça va ? Bah écoute, très bien, très bien. Merci de votre invitation. Bienvenue dans la nuit écoute. Alors nos auditeurs peuvent réagir en direct en te posant des questions via des SMS au 06 44 634 811. Le numéro s'affiche évidemment sur le visuel que vous voyez sur l'ensemble des réseaux sociaux. En deux mots, qui es-tu Jean Cry ? Eh bien écoute, je suis dessinateur. Plutôt ce qu'on appelle un artiviste, c'est-à-dire je me sers du dessin pour faire passer des idées, pour faire réfléchir, parce que je pense qu'à un moment, un dessin c'est plus fort qu'un bon texte, c'est pas de moi. Et donc voilà, je dessine pour faciliter les choses, je dessine pour faire réfléchir, je dessine pour aider à la réflexion, voilà, un peu l'esprit. Alors c'est ce qu'on peut lire d'ailleurs, Agnès, le savais-tu ? On dit que près de 65% de la population est visuelle, tandis que 30% est dans la catégorie auditif. Non, je savais pas. C'est fou, hein ? Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est assez fou. J'imagine pas. Et ça, c'est le job de Jean Cry, c'est de véhiculer des messages, voire de faire réfléchir par l'intermédiaire d'un dessin. Quelles sont les différentes catégories de dessinateurs ? Par exemple, on parle de caricature parce que le sujet fort et qui a un lien direct avec la laïcité, c'est tous les problèmes que nous avons pu découvrir, étudier autour des religions en particulier, et de Charlie Hebdo. Et puis on voit ce que ça donnait, évidemment, avec le massacre chez Charlie Hebdo. Et puis beaucoup plus proche de nous, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines. Est-ce que l'on est caricaturiste ou pas obligatoirement ? Le dessin de presse satirique, ça rentre dans quelle catégorie ? Moi, je mets tout un peu en groupe dans la notion de dessin d'idées. Parce que le dessin de presse, en fin de compte, c'est un dessin qui véhicule quelque chose. Si tu as un journaliste, lui, il écrit un article, lui, il va écrire un éditorial. Un dessinateur de presse va dessiner l'article, va dessiner l'idée. Sauf que de la presse, il y en a de moins en moins. Quand tu regardes bien, là, il y a de moins en moins de journaux qui éditent du dessin de presse. Ils sont de plus en plus frileux. De plus en plus, ils les suppriment parce qu'ils n'assument pas. Et donc, on est plutôt autour du dessin de presse en termes le terme générique. C'est du dessin éditorial. C'est une approche journalistique du dessin. Après, tu as du dessin d'idées, c'est-à-dire je veux dire quelque chose, et puis après, tu as le dessin d'une vanne, une bonne blague, parce que c'est bien aussi une bonne blague. C'est sympa, un bon dessin. Donc voilà, l'idée un peu, c'est que tout ce qui concerne autour du dessin d'idées, du dessin de caricature, du dessin d'idées, la caricature étant effectivement de changer le visage de quelqu'un, mais c'est aussi la caricature d'une situation. Et d'ailleurs, ce que j'entendais là juste avant pour le camion, c'est un dessin de caricature, c'est un dessin de presse. Oui, on mettra le lien d'ailleurs vers l'image pour que les auditeurs puissent le découvrir. J'ai découvert aussi Lars Vilks, c'est comme ça, caricaturiste suédois, qui est auteur donc de caricatures de Mohamed et qui lui d'ailleurs est décédé dans le cadre d'un accident, mais ça reste un petit peu flou. Écoutez, c'est un extrait d'un journal où on vous dit très rapidement de qui il s'agit. Après avoir survécu à de multiples menaces et projets d'attentats, l'artiste suédois Lars Vilks est décédé dimanche en Suède dans ce que la police considère comme un tragique accident de la route. Le dessinateur de 75 ans était un agitateur menacé d'assassinat pour une caricature de Mahomet qu'il avait dévoilée en 2007, déclenchant alors de vives réactions dans plusieurs pays musulmans. Il vivait depuis sous protection policière. Un dessinateur sous protection policière, ce qui a été le cas après pour les survivants de chez Charlie Hebdo, qui ont même été contraints de déménager. Finalement, c'est un métier dangereux, Jean Cry. Oui, c'est un métier dangereux. Et quand tu regardes dans ces dernières années, c'est des dessinateurs qu'on a abattus. On n'a pas abattu beaucoup d'écrivains, ni d'ingénieurs des ponts et chaussées. Le dessin a une particularité, c'est Cabu qui disait ça. Un dessin, c'est comme un coup de poing dans la gueule. Donc c'est hyper efficace. Donc c'est vrai qu'à un moment, quand tu commences à toucher un petit peu des gens qui ont quelques problèmes métaphysiques avec eux-mêmes, avec leur identité, et puis qui se sentent offensés dès qu'on dit la moindre chose, ils le prennent direct dans la figure. Et donc oui, il y a pas mal de dessinateurs qui sont sous surveillance policière. Et pour les Charlie, c'est ce qui se passe. Depuis 2015, à chaque fois qu'il y a une réunion où il y a beaucoup de dessinateurs, il y a toujours une
une protection policière. Jean-Cry, est-ce que finalement le seul problème ne resterait-il pas seulement sur des caricatures religieuses? Oui. Alors, c'est vrai que la religion, ces temps-ci, ça exacerbe un peu tout, ça on peut le dire. D'ailleurs, j'ai fait des tests, j'ai discuté avec des copains dans les journaux, jusqu'où tu peux aller, c'est vrai qu'on peut pratiquement pas toucher à la religion. Mais regarde l'histoire du camion, moi je trouve ça très très révélateur. Oui. Tu peux pas dessiner ça. Voilà, on fera tout pour t'embêter, on perdra les clics. Ouais, enfin là, Carole tout à l'heure. Là pour Carole, la caricature, c'était Dieu était visé. Faire un jeu de mots. Jupiter était visé, donc ça reste un peu religieux quand même. Non, mais il y a eu quand même le Vatican aussi. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec le Vatican à un moment donné. Il y a quelques années de ça, il n'y avait pas une histoire de représentation de Jésus Au cinéma, il y avait eu un drame concernant effectivement un film. La dernière tentation du Christ. Exactement, voilà. Tout à fait, oui. Ils avaient mis le feu à un cinéma, tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, je pense notamment à Charlie, mais à chaque fois qu'il y a eu des procès pour des histoires de blasphème, ils ont perdu. Les gens ont perdu leur procès. On a le droit de blasphémer en France, pas partout. En Alsace-Moselle, on peut toujours pas à cause du concordat. Oui. Mais en France, on peut blasphémer. Et il y a des pays qui ne comprennent pas qu'on puisse blasphémer et qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils considèrent que sous prétexte qu'on critique une religion, on critique ceux qui croient à la religion. Et alors là, on part dans tous les délires de paranoïaques, parce que c'est vraiment ça. Ouais, les gens, ils confondent. Ouais, non, mais je pense qu'il y a une méconnaissance finalement. Nul n'est censé ignorer la loi, mais finalement, quand ça arrange. C'est ça. Et puis après, c'est des histoires de rapport de force. Je reprends le coup l'histoire du camion, je trouve ça très très révélateur parce que c'est quoi? C'est une couleur, c'est une caricature qui est sur donc c'est un dessin de presse, c'est un dessin d'humour, c'est un dessin d'idée qui est là, qui est légal. Il n'est pas illégal ce dessin. Quand on prend, si on remonte un peu dans le temps, Daumier avait repris un dessin d'une poire, c'est-à-dire qu'on avait le Louis-Philippe Ier qui avait été caricaturé en poire. Et celui qui l'avait dessiné avait été en prison. Et Daumier, qui était un très grand dessinateur, qui est notre père à tous là-dessus, avait repris le dessin et l'avait rediffusé en disant moi aussi je dessine Louis-Philippe Ier en poire. Et ça avait fait, ça lui a valu la prison aussi. Et ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Et ça avait vraiment interrogé sur cette notion de jusqu'où on peut mettre le curseur. Mais à partir du moment où on ne diffame pas les gens, on ne les attaque pas intitulés personae, et qu'on ne les diffame pas en disant « Monsieur Untel est un gros con », pardonnez-moi le terme, on a le droit de s'exprimer, surtout pour quelqu'un public. S'il ne veut pas qu'on parle de lui, dans ce cas-là, il n'est pas public. Là, dans le cadre du camion, on a une image qui laisse apercevoir le président de la République avec le pantalon baissé, derrière le préfet l'Allemand, avec un slogan qui est « La sodomie en marche ». Là, on est toujours dans la légalité. Je dis, alors après c'est toujours l'interprétation du juge, mais est-ce qu'il y a une plainte sur le contenu du dessin? C'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une vraie plainte sur le contenu du dessin et qu'à un moment on pose la question jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec le président de la République et le préfet allemand, si on considère que c'est eux. Parce qu'après tout, il n'y a pas leur nom. Alors, il n'y a pas les noms, effectivement, mais ça nous fait penser à une pancarte sur un rond-point. Pour ne pas le citer, nous allons le citer, de Saint-Brice-sous-Forêt, avec nous, citoyens, Macron, on t'emmerde. Eh bien, écoutez, un commandant de police a été détaché spécialement pour demander à ce que quelqu'un enlève cette illustration. Alors là, c'est du texte. Voilà ce que dit le commandant de police. Moi, il y a ma direction qui m'appelle. On me demande de la retourner. On est d'accord, monsieur. Remettez-la la semaine prochaine. Après, on est dans du délictuel, d'accord? Je vais pas dire qui l'a fait, je vais pas dire venez, on va se faire entendre. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'outrage, monsieur. On est dans l'outrage à la présidence. On est dans l'outrage à la présidence, dit le commandant de police aux personnes qui étaient autour du rond-point. C'est-à-dire que on est quasiment au Maroc. C'est-à-dire au Maroc, vous avez le portrait du roi dans tous les commerces, dans tous les restaurants, dans les hôtels. Vous n'avez pas le droit de parler en mal du roi. Mais nous sommes en France, on est en République. Et donc on a l'impression finalement de ne pas avoir affaire à un président de la République, mais à un roi, Jean-Cry. Quand tu regardes objectivement, alors en plus, je crois, mais ça ce sera vérifié, mais je crois même que Emmanuel Macron a levé l'histoire justement
de l'injure au président. Je crois même qu'il avait fait sauter ça. Mais en même temps, tout est rapport de force. Si le policier le dit, bonne chance pour le faire. Regarde bien en termes de liberté d'expression. Regarde les gilets jaunes, puisque c'est un domaine que tu connais bien. T'as vu quand même comment c'était déformé, là, toute l'information. Comment à un moment on pouvait pas dire ce qu'on voulait, comment on pouvait pas poser, ne serait-ce qu'objectivement, combien il y a de gens qui ont été manifestés, etc. Regarde le vaccin, c'est grandiose quand même. On parle pas de liberté d'expression quand on parle de l'histoire du vaccin. Et puis les problèmes qu'il y a eu derrière, le masque, pas le masque, on a eu, c'était risible. Mais non, il y a clairement, les gens ont peur. Ce qui se passe, c'est que les gens ont peur. Et qu'en face, c'est un rapport de force. C'est pas, il y a la loi, mais c'est aussi une histoire de rapport de force. Tu fais un dessin, il marche bien. Si tu as quelqu'un qui t'attaque, même si l'autre, il perd, ben toi, tu as payé ton avocat. Sauf que c'est une institution en face. L'institution en face, elle a l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent pour te défendre. C'est un rapport de force. Et alors, je pense que là, aujourd'hui, on perd beaucoup en liberté, c'est clair. Sauf que, j'en crie, il y aura évidemment de l'ironie dans ce que je vais te faire écouter, mais on a quand même un ministre de la Santé qui a su, il n'y a pas très longtemps, être très très clair sur BFM TV. Écoutez. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez ce que nous disent les scientifiques et ce que dit le professeur Fischer pour le comité d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est qu'au fond, il faut, pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois. Au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et 2 infections, 2 épisodes infectieux, ça arrive. Vous avez eu 2 injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps. Sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée, si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord ? Donc là, cette règle-là, elle est plus simple. Donc la question de Sabrina n'a plus lieu d'être pour vous. Vous allez voir qu'un petit peu si quand même. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, ce qui est pas de chance, mais ça peut arriver, là, il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez 4 mois pour avoir votre rappel pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc retenez ça. 3 injections, une injection égale une infection. Mais attendez, c'est la règle que vous nous annoncez ce soir d'une certaine manière. Il y a un changement de cap, changement de règle ou une simplification de la règle. Désormais, une injection égale une infection. On va prendre le cas de figure le plus courant. J'ai eu une première dose, une deuxième, puis ces dernières semaines, j'ai eu Omicron. Ça vaut comme une 3e dose d'une certaine manière. Ça vaut comme une 3e dose. Alors, donc j'ai droit au pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Ce que nous disent les scientifiques à côté de ça, et notamment le professeur Fischer, il nous dit, il est recommandé, chaleureusement recommandé, et vous serez très bien reçu, si vous allez en centre, ou chez votre médecin ou votre pharmacien, d'avoir quand même une 3e dose de vaccin. D'accord ? Mais pour le pass vaccinal, on simplifie avec ce dispositif. Mais, encore une fois, si vous avez eu que 2 doses de vaccin, et même si vous avez eu une infection, il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du pass, d'avoir votre 3e injection. Voilà, je pense que là, on n'a jamais fait aussi simple. Ah, mais moi, je crois que le professeur Fischer, il parle du professeur Fischer, ouais. C'est le professeur Fisher-Price, en fait, non ? Parce que, ah oui. Franchement... C'est un cirque, leur truc. Là, c'est très clair. Puis en plus, il vous le dit quand même. C'est pour ça qu'on met l'intégralité, parce que c'est du grand spectacle. Depuis que Pierre Richard n'est plus au ciné, on sait comment Olivier Véran va pouvoir se reconvertir dans quelques mois. En plein milieu de l'intervention, il dit, mais attention, là, voilà comment on a simplifié les choses. Donc là, on est quand même sur du très très lourd. En tout cas, c'est bravo Véran. J'aimerais bien l'avoir en ligne et il refuse nos invitations. Ce qui est normal, attention, il ne se déplace que sur des chaînes importantes. Cette absurdité-là, c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure du mot laïcité qu'on emploie à tort et à travers depuis longtemps. Et finalement, je crois que chacun donne son interprétation à la loi ou à des idées reçues. On refabrique en fait l'idéal qui correspond finalement à son propre environnement. Là, on voit Olivier Véran. Moi, au départ, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, le type, il sait que dans un mois, il est au chômage, il se fout de notre gueule. C'est une blague. Mais ce qui pourrait être très grave, c'est qu'ils sortent du plateau et qu'ils se disent, les gars, vous avez vu comment j'étais clair ? J'ai tout simplifié. Ça me fait flipper. Que le type sorte en disant j'étais extraordinaire, là j'ai peur. Le dessin justement, et là les drames, on parle de Charlie Hebdo, on a cité tout à l'heure ce dessinateur suédois.
qui établit les règles? En tout cas, le curseur. Quand je suis journaliste de presse, c'est mon rédacteur en chef qui va me censurer. Moi, je peux faire ce que je veux, mais in fine, on prendra peut-être pas mon dessin. Alors, il y a, oui, bien sûr, déjà, il y a la loi. Hein. On ne diffame pas les gens. Ça, c'est la règle de base. La diffamation, ça, c'est parfaitement encadré. Après, derrière, la politique éditoriale, c'est super variable. Je ne veux pas dire que ça dépend toujours de l'actionnaire, mais de plus en plus. Alors, tu n'es pas sans ignorer qu'une grosse partie des médias appartiennent à 9 milliardaires. Donc, tu as des simples qui n'apparaissent pas, tu as des sujets qui ne sont pas traités. Et puis, sur la politique éditoriale, les gens sont frileux. Pas de vague. Et le problème qu'on a, ou du moins la particularité du monde d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un amplificateur terrible. J'ai certains copains qui ont fait des dessins, ils ont fait un dessin, il est plus ou moins raté ou plus ou moins bon, peu importe, quoi. Et ça prend une telle amplitude que comme les gens n'assument pas leur idée en disant, oui, moi j'assume ce dessin, même si je le trouve pas forcément génial, je l'assume pas, mais voilà, tout le monde a peur, et donc c'est du mièvre après. On a du dessin Disney, quoi. C'est le truc tout lisse, tout propre. Oui. Et c'est un problème. Donc après, il reste, quand tu regardes ta ciné mensuelle, bien sûr, il y a Charlie, t'as le Canard, qui publie un peu, puis après, t'as quelques dessins avant. Mais avant, un dessinateur de presse était bien payé. C'était très bien payé, dessinateur de presse. Aujourd'hui, la une du Monde, c'est 300 €. D'accord. Voilà. La pige est à 300 €. Voilà, le dessin sur la une du Monde, c'est 300 €. Donc avant, c'était 3000. Avant, le dessin de presse, on payait bien les dessinateurs de presse. Maintenant, on les paye pratiquement plus, et en plus, on leur explique que tu comprends, on peut pas dire ça comme ça, on va avoir les réseaux sociaux, etc. Donc le métier de dessinateur de presse, c'est un métier, c'est compliqué parce que c'est un indicateur de la démocratie, le dessin de presse. C'est-à-dire ce que tu peux dessiner. Je prends toujours le cas du camion dont tu parlais tout à l'heure, parce que le dessin qui est dessus, c'est vraiment un indicateur de la démocratie. C'est-à-dire est-ce que tu as le droit de te moquer de nos dirigeants ou pas, et jusqu'où. Et là, aujourd'hui, en termes d'indicateurs, c'est très très bas. Les dessins qu'on voit, je parle pas de Charlie, qui est quand même assez spécifique, parce qu'en plus, ils sont vraiment dans une démarche de provoquer. Mais sinon, où est-ce que tu vois des dessins encore un peu, en disant, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, ou ça me fait réfléchir et tout. Ça disparaît de plus en plus, ça. Il y a une vraie peur. Il y a une peur de s'exprimer. Tout est lisse, c'est wokisme, c'est tout ça. Hein. On rentre là dans une société sous vide. Ouais. Alors, par contre, pour en revenir à la diffamation, je voulais savoir si la diffamation, c'est uniquement un écrit, un texte, ou est-ce qu'un dessin ne peut-il pas être finalement diffamatoire ? Si, bien sûr. Parce que finalement, un dessin, c'est une interprétation. Chacun se fait sa propre interprétation. D'abord, tu peux mettre du texte dans un dessin, donc déjà tu peux mettre des noms, tu peux mettre des choses. Oui, mais s'il n'y a pas de texte. Oui, alors. Est-ce qu'on peut rentrer dans la diffamation ? Pareil, si tu mets le préfet allemand avec son chapeau, sa grande casquette, et puis Macron derrière, on voit quand même, là, c'est difficile d'aller plaider que c'est pas eux, tu vois. Alors, est-ce que c'est diffamant ou c'est pas diffamant? C'est encore un autre sujet, ça c'est au juge d'arbitrer. Mais par exemple, tu prends quelque chose avec Jésus-Christ ou avec Mahomet, ou etc., qui sont des personnes qui représentent une religion, tu vois, ou Dieu, même prenons Dieu, quel que soit le Dieu de n'importe quelle religion, tu peux faire ce que tu veux avec, c'est pas des gens. Donc, puis il y en a qui croient et d'autres qui croient pas. Donc pour moi qu'il existe avant de pouvoir diffamer quelqu'un, tu vois, qui porte plainte, que Dieu porte plainte et qu'on en discute. Par contre, quelqu'un peut porter plainte en disant oui, vous m'avez représenté moi dans une position comme ça, et là je suis pas d'accord, etc., etc. Et après le juge tranche. On a Philippe qui nous dit les caricatures comme les chansons, donc les parodies politiques dans certains régimes sont censurées. Sur France Inter, il existe 2 auteurs de chansons un peu décalées, et justement sur la religion catholique, l'un des chanteurs avait fait une chanson sur le pape. Le lendemain, ça faisait la une des journaux, c'était scandaleux. Donc c'était vraiment problématique. C'est pareil. On parlait des chansonniers. Je parlais tout à l'heure avec une femme qui me parlait des chansonniers, qui nous écoute d'ailleurs, qui est Evelyne et qu'on salue, qui disait mais les chansonniers allaient très très loin après la guerre, allaient très très loin dans les textes, et finalement il n'y avait pas vraiment de répression autour de ça. C'était le métier des chansonniers. On aimait ou on n'aimait pas, mais ils n'avaient pas de problème, sauf mes connaissances de ma part, mais pas de problème majeur sur leur liberté d'expression. Bien sûr, mais tu reprends juste les dessins de presse d'il y a 100 ans. Hein. Juste déjà, tu prends là, au début du siècle dernier, tu avais des dessins, ils étaient vraiment trash. Hein. Et y compris contre le clergé, y compris, alors moi à l'époque c'était pas musulman, c'était les catholiques ou les juifs, mais ça allait très très loin, ça passait. Y compris contre Napoléon, y compris tout ça, ça allait très très loin. Hein.
Donc oui, il y avait plus de liberté de la presse avant, tout à fait. Parce que les gens ont peur à cause de cette histoire de caisse de résonance de réseaux sociaux. C'est-à-dire parce que quand même les caricatures de Mahomet, quand ils ont été abattus, les Charlie, là, quand ils ont été assassinés, les caricatures existaient depuis longtemps, depuis très longtemps, elles avaient déjà tourné. Mais personne ne les avait relevées. Puis tout d'un coup, ça a marché ce coup-là et c'est monté dans les tours. Mais c'était pas des caricatures qui étaient récentes, etc. Hein. Et là, typiquement, pourquoi je dis que les gens ont peur? Parce qu'à un moment, quand tu as des journaux de tête, je crois que c'est le Figaro, qui avait dit « Je suis Charlie », mais qui n'a pas publié les dessins. T'es pas Charlie, hein. C'était que de la gueule, quoi. Et donc, si tout le monde avait publié les dessins, et en plus, je te dis, ils sont plutôt moyens, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas qu'ils soient moyens ou pas. Tu sais, j'ai le droit de le dire. Si tout le monde les avait publiés, mais le problème serait résolu. On n'en parlerait plus. Ok, c'est bon, on a le droit de dessiner, c'est bon, passons à autre chose. Mais c'est comme le coup du voile. Quand à un moment, le proviseur, il voit une gamine qui arrive, je crois que c'était en 93, qui voit la gamine qui arrive avec le voile, qui dit, mais je fais quoi? Qu'il appelle sa hiérarchie, l'autre, ils lui ont dit, tu te débrouilles. Et ça y est, voilà, hop, ils ont lâché. Faut rien lâcher sur la liberté d'expression, faut rien lâcher sur la laïcité, parce que tu en as toujours qui grappillent. Et puis résultat, on se retrouve après où tu peux plus rien dire, tu peux plus rien faire. C'est du grand n'importe quoi. On va écouter Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, justement, qui corrobore précisément ce que tu viens de nous dire à l'instant. La question de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, qui se porte extrêmement mal aujourd'hui, non pas tant parce que le pouvoir politique s'y attaque, puisque on est très libre en France, et les tribunaux protègent la liberté d'expression. Non, la censure, elle vient du peuple, de certains médias, d'intellectuels, de certains journaux, voilà, elle vient d'une espèce de terreur surtout. La terreur fait peur. Évidemment, c'est fait pour ça. Donc le tribunal, la République s'est prononcée. La publication était positive pour le débat démocratique. Alors, il y a certaines associations musulmanes qui ont fait appel. En appel, ça a été confirmé en disant que c'était un débat indispensable à la société française. Et donc, si tous les journaux avaient publié, on n'en parlerait même plus de cette histoire de caricature. Et il n'y aurait sans doute pas eu les attentats. C'est donc la lâcheté qui est la grande complice des attentats qui ont eu lieu. Aujourd'hui, Philippe, 5 ans après... La lâcheté a été complice du crime. Nos sociétés démocratiques sont travaillées par la peur et la lâcheté. Au pays du premier amendement aux États-Unis, Woody Allen ne peut pas publier ses mémoires. Au pays du premier amendement. C'est-à-dire que la loi le protège, mais quelque chose dans la population l'interdit. Une terreur qui s'est installée l'interdit. Vous comprenez que ça ne peut plus durer, cette histoire. Il faut absolument que cette majorité du silence, qui est très majoritaire en France, qui sont des gens raisonnables, qui est un peuple éduqué. La France est un peuple, les Français, c'est un peuple éduqué. La majorité des gens, ils élèvent leurs enfants, ils essayent de respecter autant que possible la loi commune, ils vont au travail. Et il y a une partie de la population, une minorité terrorisante, qui a une grande gueule. Je m'excuse parce que, mais pas comme la vôtre, parce que la vôtre sert à quelque chose, mais la leur sert à paralyser le pays de terreur, la liberté d'expression, et c'est quelques 10-20% de personnes, sont en train de tuer la démocratie. C'était Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo. Vous écoutez La Nuit Écoute, il est 22h. 21h, 23h, La Nuit Écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Notre invité, Jean Cry, et il y a une discipline, moi, que je trouve géniale, Agnès, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand on a des reportages, par exemple, dans les tribunaux, alors peut-être on va poser la question à Jean Cry dans un instant, tous ces dessinateurs qui font qui croquent les personnages, je trouve ça génialissime. Les tribunaux. Oui. Et Jean Cry, justement, fait du dessin en direct, dans des manifestations, des salons, enfin dans différentes manifestations. C'est un exercice qui est très difficile, ça, j'imagine, Jean Cry. Alors oui, c'est un exercice. Moi, c'est plus facile pour moi que les amis qui font du dessin dans les procès, parce que le dessin dans les procès, je dois dessiner les personnes parce qu'il n'y a pas de photographe. Parce qu'il fut une époque, je pense notamment à une amie qui en a fait beaucoup et qui a fait des gros procès, Papon, Touvier, etc. Donc quand tu as fait un procès comme ça, tu sors, t'es pas indemne. Et là, tu dois faire le photographe. Donc tu dois dessiner les personnes. Donc ça, c'est vraiment très très particulier, c'est dessiner des scènes, reproduire un petit peu l'ambiance, parce qu'avant, il y avait tellement de photographes, c'était tellement de bazar, que c'était pas possible d'avoir un procès normalement, parce qu'ils cherchaient toujours à choper l'angle, la photo, le truc, ça dérangeait tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé qu'il y en aurait plus, et que ce seraient des dessinateurs. Moi, c'est plutôt de la réaction, donc soit effectivement, ça va être de trouver une vanne
par rapport à un contexte particulier, ou par exemple, il y a une conférence ou quelque chose, et puis bon, des fois, l'avantage du trublion, si tu veux, c'est qu'à un moment, quand tu as quelqu'un qui raconte rien pendant 1 heure, parce que bon, ça arrive quand même, bah tu arrives à faire une vanne qui fait marrer tout le monde là-dessus, quoi. Et on peut pas t'en empêcher, voilà. Ça permet de ponctuer. Donc ça, le dessin, pour ça, le dessin en direct, le dessin de situation quelque part. Ça, c'est marrant, mais c'est vraiment du dessin d'idées, là. Il faut que je trouve une vanne, faut que je trouve un truc, j'ai quelque chose à dire à propos, je fais le pas de côté, et puis je le fais. Donc c'est un exercice intellectuel. C'est pas forcément un exercice de dessin, c'est surtout un exercice intellectuel. Oui, il y a des émotions qui ressortent, quoi qu'il arrive, très rapidement dans ces dessins, qui sont pas obligatoirement à chaque fois très fins, très finis, mais on est capable de ne pas avoir vu ce qui s'est passé et de reconnaître une émotion dans les visages qui sont retranscrits. Ouais, une expression très forte qui est vraiment descriptible très rapidement. Comment tu en es arrivé au dessin et finalement c'est un lapsus révélateur, oui. Destin. À quel moment la destinée t'a mis sur le chemin du dessin et tu as envie du dessin, c'est ta principale activité? Oui, alors au début, moi je viens du milieu des arts graphiques. Donc pendant très longtemps, j'ai fait la mise en page, j'ai fait des maquettes, parce que j'aime bien le papier, j'aime bien les affiches, j'aime bien tout ça. Et puis j'en avais marre toujours d'aller chercher, de faire de la recherche iconographique. C'est-à-dire que quand tu dois faire un truc, il faut que tu cherches la bonne photo, le bon truc, le bon dessin, le bon picto, etc. Et un jour, mais ça c'était il y a une quinzaine d'années, j'en ai marre de chercher, de passer mon temps à trouver la bonne banque d'images, donc je vais me mettre au dessin. Et puis je me suis mis au dessin. Puis après, j'ai continué à tirer la pelote et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que le dessin, on commence à l'utiliser pour faire travailler des gens ensemble, ce qu'on appelle la facilitation graphique. Ah, tiens, c'est intéressant. On peut utiliser le dessin, c'est quand même plus sympa que d'avoir des pages de texte, aussi des PowerPoint où il y a plein de lignes que personne lit ou tout le monde lit, enfin, de trucs qui gonflent tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser le dessin pour faire réfléchir de l'intelligence collective, pour produire. Donc j'ai continué à tirer la pelote là-dessus. Et puis après, je me suis dit, tiens, et pourquoi on n'utiliserait pas le dessin pour faciliter les apprentissages? Donc là, je suis en train de faire une thèse que je vais soutenir bientôt là, justement sur la pédagographie. C'est-à-dire comment utiliser le dessin pour faire passer des idées, pour faciliter les apprentissages. Et de fil en aiguille, quand tu fais ça, tu dis, si je fais passer des idées, quelque part, c'est un peu du dessin d'idées, du dessin de blague. Et donc, ça va avec. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, à un moment, comment je fais un dessin, j'enlève tout ce qui sert à rien, contrairement à un tableau, j'enlève tout ce qui sert à rien en disant, OK, qu'est-ce que je peux encore enlever qui fait qu'on comprenne encore? Et ça, c'est un exercice. Là aussi, c'est un exercice qui est assez intéressant. Donc, je suis arrivé là au fur et à mesure, en rentrant par la facilitation graphique, la mise en page, la PAO, et puis après de me dire, et en plus, je suis particulièrement énervé de ce que je vois, parce que je m'intéresse à la politique. En plus, j'ai été élu dans une vie antérieure à Paris, tu vois. Donc, voilà, je sais un peu comment ça se danse, la politique de l'intérieur. Moi, j'ai trop d'éducation pour poser des bombes. Je préfère poser des affiches, quoi. Ça se fait pas. Des gens. Voilà. Ça fait moins de dégâts. Voilà. Et encore, tu as vu Charlie, tu vois, mais au moins, tu dis un bon dessin, tu vas le coller un peu partout sur les espaces d'affichage libre. C'est pour ça que je revendique que nous ayons des espaces d'affichage libre dans les rues. Ouais. Voilà, que les villes remettent des espaces d'affichage libre, qu'on se réapproprie l'espace urbain. Pour chaque mètre carré d'espace privé, c'est-à-dire publicitaire, on ait 1 mètre carré d'expression libre. Voilà. Ça pourrait être les gilets jaunes les utilisent, les affichages libres, j'en suis témoin. C'est ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, là, se réapproprier l'urbain. Et donc, je me dis que si tout le monde, mettait des dessins positifs, parce que tu vois, les messages, je pense que les messages à Zemmour, tous ces messages de haine, tout ça, critique et autres, etc., ça fait comme des mèmes, tu sais, ça rentre dans le cerveau à force, ça rentre bien, de façon insidieuse. Mais si on affichait tous des dessins sympas qui disent, je sais pas moi, sois sympa avec ton voisin, qui t'a rien fait après tout, partage, enfin, des dessins positifs, à force de les visualiser, tu marches dans la rue, tu vois ça plutôt que vas-y, change de voiture ou bouffe du McDonald's, je suis sûr qu'à force, c'est une conviction, je suis sûr qu'à force de voir des messages positifs sous forme graphique, tout simplement parce que tu les vois d'un seul coup, plutôt que d'être obligé de lire un texte et d'y réfléchir, des messages graphiques partout positifs, plutôt que des pubs ou des choses comme ça, je suis sûr que ça changerait le monde. Parce qu'à un moment, les gens, ils sont sympas. Les gens, ils sont sympas. Il faut juste leur dire à un moment, écoute, non, la haine de l'autre, ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. C'est pas là que ça se situe.
Les gens sont sympas, mais il faut juste faire passer les idées, Et c'est vrai que le dessin, ça coûte quelque chose de direct. Voilà, t'as fait un bon dessin, boum, tu prends dans la figure, ah ouais, j'avais pas vu le truc comme ça, c'est super, quoi. Ça me parle. Catherine Beldam dit « Le dessin exprime des sentiments bien plus forts que des mots ». Oui, je trouve que c'est... Alors après, c'est pas toujours réussi un dessin, mais je trouve que c'est plus efficace. Même si une belle poésie, c'est une belle poésie, tu vois, un beau texte, une belle chanson, quand même, ça met les poils au garde à vous. Hein. Voilà, je trouve que c'est un autre média. Alors effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, tu as la majeure partie des gens qui sont visuels. C'est comme ça, on est câblé comme ça, quoi. Globalement, effectivement, alors, il y a plusieurs types de chiffres. Hein. 65%, c'est beaucoup, hein. C'est ça, voilà, après, il y a différentes études là-dessus, mais on est dans ces quantités-là. Après, les gens qui sont auditifs, c'est pour ça qu'à l'école, c'est très drôle, ça, je veux dire, quand tu as un prof qui, pendant 2 heures, parle à des gamins ou à des étudiants sans leur montrer la moindre image, que ce que tu veux qu'ils retiennent? Ils retiennent rien. C'est du basique, c'est juste comprendre comment marche le cerveau, quoi. Donc oui, utiliser le graphisme, utiliser le dessin, et on peut faire passer des choses vraiment très très bien, ouais. Après, il y a un truc qu'il faut faire attention avec le dessin, notamment le dessin d'idées, c'est que tu fais appel à un référentiel. Par exemple, les couleurs ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Le blanc, dans un endroit, ça va être le deuil, dans un autre, ça va pas être le deuil. Le jaune, ça va être bien, une fois, ça va pas être bien. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a toujours une histoire de référentiel quand tu fais du dessin. Peut-être parfois plus que dans le texte. Et ça, pour ça, il faut être vigilant toujours de se poser la question, ok, je fais un dessin, mais à qui s'adresse et où est-ce que je le publie? Ça, il faut faire très très attention à ça. Ça demande un petit peu de presque, entre guillemets, d'autocensure. Mais parce que pour l'objectif étant de faire passer un message, donc il vaut mieux être le plus clair possible. Alors, j'ai vu que tu avais fait une formation en PNL, programmation neurolinguistique. Quel est le lien avec le dessin? Par exemple, en PNL, il y a plein d'outils, mais par exemple, la notion de point de vue. C'est d'où tu regardes et d'où tu parles. C'est tout bête, hein, mais est-ce que je dis est-ce que je me regarde faire la chose, etc. C'est-à-dire que de comprendre comment marchent les personnes, comment fonctionne l'interaction et la communication entre personnes, ça aide à pouvoir faire passer des idées. Et quelque part, le dessin, c'est l'aboutissement sur une certaine forme de média, sur un certain support, de faire passer une idée. Donc pour moi, tous ces outils-là, de PNL, de transactions datées, etc., tous ces outils-là aident à comprendre un petit peu la relation à l'autre, et puis de se brancher, de se pluguer sur lui, de se brancher sur lui, et donc par le dessin aussi. Tu faisais référence tout à l'heure, en particulier, au cachet ou aux piges qui sont de moins en moins intéressantes dans le domaine de la presse aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut conseiller à un jeune qui est, on va dire, en fin de troisième, c'est le moment où tu vas au CIO et où quand tu dis que tu veux faire du dessin, on t'envoie faire de la compta. Quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir pour un jeune qui nous écoute et que tu passionnes là, pour se lancer dans le domaine du dessin? Il peut s'attendre à quoi? Alors, si c'est du dessin de presse pur, bon, bonne chance. Mais j'allais dire, c'est comme aujourd'hui faire du rock'n'roll, il n'y en a pas 50 qui réussissent. Par contre, utiliser le dessin, c'est-à-dire travailler le dessin comme médium pour faire passer des idées, ça veut dire faire passer des idées, ça veut dire être capable de synthétiser une pensée, ça veut dire être capable de faire travailler les gens ensemble. Je reviens sur ce que je disais sur la facilitation, et sur tout ce qui est travail collectif en utilisant le dessin et la détermination de problèmes. Là, il y a un travail énorme. C'est tout bête, hein. Je reprends l'histoire du sujet de ma thèse. La pédagographie, c'est-à-dire comment faciliter les apprentissages en utilisant le dessin. Nous n'arrêtons pas d'apprendre. Le monde change tout le temps, tu as toujours un nouvel ordinateur, il se passe toujours quelque chose, tu as changé de boulot 15 fois avant de garder le même boulot. Etc. On n'arrête pas d'apprendre. Tu peux pas lire tous les bouquins qu'il y a, tu peux pas lire tous les sites web. Donc il y a un moment, il faut arriver à apprendre plus vite. Et apprendre plus vite, c'est notamment par le graphisme. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, un bon dessin, tu dis « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris », plutôt que 2 pages de texte. Et ça, ce travail-là, cette façon de faire, là, il y a vraiment du boulot. Parce qu'on a besoin d'apprendre tout le temps. On a besoin de toujours d'avoir de l'info, de comprendre, de décortiquer. Et c'est pour ça que tu vois arriver la data visualisation, par exemple. Comment, avec un graphique, avec 2 courbes, tu dis « Ah bah ouais, j'ai compris le problème », plutôt que de faire des longs textes avec des tableaux Excel. Alors on voit sur ton site jancry.com, jancry.com, on a mis le lien sur les fils de communication. L'image qui arrive, c'est 2022, même pas peur. Il s'agit de la main d'une femme métisse ou noire, puisqu'elle a des ongles longs, donc on sait que c'est une femme. Un homme qui n'est ni blanc ni véritablement métisse, et leurs 2 mains forment un cœur avec marqué dessus 2022, même pas peur. Là, tout le message, effectivement,
simple, hein, puisque tu l'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est d'enlever tout ce qui ne sert à rien et que le message soit passé le plus rapidement possible et le plus positivement possible, en tout cas dans la compréhension de l'image. Comment t'es venue cette idée par rapport à la crise de faire ces deux mains qui forment un cœur et qui, là aussi, ont un lien sur le vivre ensemble, même, je dirais, sur les problèmes raciaux de plus en plus nombreux dans les campagnes actuellement en place, puisque tu citais tout à l'heure Éric Zemmour, hein, dont l'idée est de faire de la France aux Français, ce qui était un slogan de Le Pen, c'est-à-dire que d'une façon sous-jacente, ce que l'on entendait du père Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était la France aux Français, ça avait été repris d'ailleurs par Marine, et là il le dit pas, mais la politique amenée par Zemmour, c'est celle-ci, c'est-à-dire les étrangers dehors, on reste entre Gaulois, comme dirait notre président préféré Emmanuel Macron. C'est tout ce que tu as vécu là qui t'a donné cette idée pour faire cette affiche qui amène beaucoup d'espoir pour 2022? Chaque année, je me dis, je fais ma carte de vœux. Voilà. C'est un peu mon exercice, un peu, voilà, et des fois, à chaque fois, je procrastine parce que j'arrive pas à trouver l'idée. Et puis, il y a de quoi être énervé quand même de ce qu'on voit là. Je veux dire, quand même, on a deux fachos, on a deux candidats fachos, plus une droite qui pue. Excuse-moi, j'ai un peu résumé, mais tu vois, je veux dire, mais oui, mais parce qu'il y a outrage, monsieur, il y a outrage. Non, j'ai dit la droite, j'ai pas dit Madame Peu. Donc voilà, mais qui arrête pas de s'enifler derrière, et qui sera le plus crade. C'est insupportable. Alors, tu vois ça, tu vois qu'ils arrêtent pas de nous gonfler avec le Covid, qui globalement quand même a fait moins que la clope. Faut quand même remettre les choses à leur juste valeur. Donc ils arrêtent pas de nous gonfler avec ça. Pendant ce temps-là, t'as l'Indonésie qui est en train de déplacer sa capitale en disant les gars, la bleu elle monte. Va falloir qu'on bouge notre capitale. T'as des gens qui arrêtent pas de crever de faim n'importe. Mais alors, par contre, ça passe. Tu vois, tu es là, c'est la fête au village. Ça, on n'en parle pas, mais tu comprends, le Covid, on va être capable d'arrêter le monde pour le Covid. Mais on n'arrête pas le monde pour le climat, on n'arrête pas pour tout ça. Et quand tu vois ça, il y a de quoi être un peu énervé. Et donc, je me suis dit, je vais faire un dessin, tu vois. Bon, puis je me dis, mais non, moi, je vais arrêter d'en rajouter encore plus de la misère à tout ça. Enfin, je veux dire, la partie des gens nous la répètent toute la journée que c'est terrible, quoi. Et en fin de compte, en tirant un peu la plage, je me suis dit, mais attends, en fin de compte, il nous sème la peur, et la peur rend con. J'adore ce truc-là, la peur rend con. Oui. Une fois, je discutais avec un douanier à l'aéroport qui me pique mon coupe-ongle. C'est dangereux le coupe-ongle, monsieur. C'est très dangereux. Alors j'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais monsieur, vous avez essayé de détourner un avion, un 747 avec un coupe-ongle. Juste, tu vois, juste cerveau réfléchir, tu vois. Et il dit, c'est les ordres. Oui, voilà. C'est comme ça qu'on fout les gens dans des camps, quoi. Donc, voilà. Et donc, la peur rend con. Et je pense que si à un moment on dit, bah non, j'ai même pas peur. Et d'ailleurs, je reviens encore sur Carole, parce que c'est courageux ce qu'elle fait, quoi. Mais voilà, tu prends ton camion, tu y vas, et tu lâches pas l'affaire. Tu prends ton dessin, tu vas le coller, tu lâches pas l'affaire. Et quand il y a un curé ou un imam ou je sais pas quoi qui dit, c'est ton problème. Vas-y, attaque-moi en justice. Vas-y. Faut pas lâcher. Et voilà. Et donc, je suis parti plutôt du principe de me mettre en positif. Même pas peur. Parce que si t'as peur, tu votes Zemmour. Si t'as pas peur, tu vas pas de ce côté-là, quoi. Si tu as un peu d'espoir. Et voilà. Donc c'était vraiment tourner ça. Et y compris la peur de l'autre, bien sûr. Parce que c'est facile. Alors on a annoncé aujourd'hui ta venue et nous avons des commentaires sur le sujet de ce soir. Vont se succéder, alors pas dans l'ordre, il y aura Philippe, il y aura Max, il y aura Angelo, il y aura José Laure. Ils nous disent de quelle façon ils voient le domaine, le monde de la caricature et du dessin satirique. Moi en fait, moi je dessine un petit peu, donc moi je pense que liberté de la presse, à fond, moi je suis à fond. Bon, moi j'aime bien Charlie Hebdo, donc... Après, s'il y a des limites à pas dépasser, j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'il faut laisser les dessinateurs libres de leur choix et puis leur dessin, quoi. Il faut laisser faire, quoi. Alors, les caricatures dans la presse, moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, pour la démocratie, justement, parce que si on est là sur un rond-point, c'est parce qu'on veut plus de démocratie, plus de liberté, dans le sens où vraiment où chacun peut penser et dire ce qu'il veut, mais tout en gardant une limite sans froisser les autres. Alors dans les caricatures, pour moi justement, un artiste, surtout que voilà, c'est un artiste et il donne libre cours à son imagination. Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut heurter certaines personnes et ça peut se comprendre. Effectivement, des fois, c'est peut-être un peu limite. Quand on parle par exemple sur les religions, effectivement, si on parle sur l'islam, si on parle sur le christianisme, si on parle sur le judaïsme, voilà.
il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Après, moi, je suis un peu plus sceptique, c'est quand ça touche aux personnes qui peuvent être tuées, enfin qui peuvent être blessées, tout ça, dans le sens où il arrive un accident. Là, je suis un peu plus réticente parce que ça touche aux personnes. Les caricatures, ça peut donner une définition de l'expression. Certains dessins qui sont choquants, mais je pense qu'on est quand même dans un pays, donc la France, on devrait avoir le droit de s'exprimer par n'importe quel dessin et d'avoir le droit de donner son ressenti sur un dessin ou quoi que ce soit, sans que ce soit brimé ou retiré des journaux, quoi. Ah oui, il faut caricaturer, ça a toujours été. Et au contraire, ça c'est une sorte d'exutoire sur les tensions qu'il peut y avoir. Au contraire, ça peut dédramatiser même parfois. Ouais. Ça devrait être d'utilité publique même. Quand on dessine quand on sait qu'on a des personnes d'une certaine religion, on ne devrait pas attaquer la religion par les dessins. On devrait pouvoir s'expliquer par le dialogue. Parce que mes parents m'ont toujours appris le dialogue qui est beaucoup mieux que de faire des procès ou de se tirer la gueule à travers une émission de télé. Et ça, pour moi, l'expression, elle vient que du langage. Et elle vient par le dessin. Mais il faut quand même être mesuré sur certains trucs. Voilà. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Alors Jean-Cré, on voit que la religion revient énormément, et puis on a José Laure qui dit aussi quand il y a eu le décès de quelqu'un, c'est un petit peu difficile. C'est vrai que parfois Charlie Hebdo, alors j'ai pas d'exemple qui me reviennent immédiatement à l'esprit, mais quand il y a un drame et que derrière effectivement il y a des dessins, ça peut vraiment heurter les familles. Est-ce que voilà, on doit se dire à un moment donné là on n'y va pas, ou au contraire finalement ça peut toucher une autre catégorie de population qui se dit on dénonce à travers le dessin, et puis chacun se fait sa propre idée, même si parfois c'est douloureux. C'est intéressant là, les témoignages de tes auditeurs. D'abord, il faut quand même savoir qu'à un moment, les premières censures, et Charlie Hebdo est venu de la censure d'Harakiri. Quand Charles de Gaulle est décédé, il y avait la une d'Harakiri, c'était balle tragique à Colombey, donc Colombey les deux anglistes, qui ont invité à Charles de Gaulle, un mort. Et ça, c'était censuré, c'est comme ça que le journal s'est arrêté. Je vais peut-être rappeler un basique tout bête, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui est quand même notre fondamentale, notre base. Et la version est toujours en vigueur depuis le 26 août 1789. L'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et puis l'article 11 qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est-à-dire qu'à la base même de la Déclaration des droits de l'homme, qui se veut une Déclaration des droits de l'homme universelle, n'est pas une Déclaration des droits de l'homme française, donc elle est valable quand les révolutionnaires l'ont fait, ils l'ont pensé pour l'humanité entière, c'est qu'à la base, on a le droit de s'exprimer. Et éventuellement, on n'a pas le droit et on peut être censuré. Mais on peut être censuré a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation, on s'exprime et éventuellement, j'ai marché dedans, j'ai merdé, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des soucis. Mais c'est dans ce sens-là. Et donc, quand votre auditeur disait l'histoire de la religion, etc., mais de quoi la religion, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, si je ne crois pas en Dieu, j'ai très bien le droit de parler de quelque chose qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de... Après, que les personnes y croient, c'est leur problème, mais c'est eux avec eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'ils confondent l'offense et l'insulte. C'est-à-dire que faut bien comprendre un truc. L'offense, c'est la défense d'une identité plutôt que l'universel. Ah, tu m'as offensé, je suis catho, je suis musulman, tu m'as offensé. Mais je t'ai pas offensé en tant qu'être humain. J'ai dit juste, ta religion, ta religion, etc., c'est pas mon truc, ou c'est drôle, ou vous avez drôle de pratique, ou vous faites du mal, ou ça. Ok, mais c'est pas l'universel, ça c'est un sentiment. Des sous-groupes. La personne qui se sent offensée, en fait, c'est un sentiment qu'elle a, c'est pas forcément une réalité. Bien sûr, c'est elle qui se fait son film. Alors après,
t'as des dessins qui peuvent être trash, hein. Mais ok, mais c'est ton interprétation. Moi, j'ai pas. C'est pour ça que la notion d'intention, elle est importante. Quand on va au procès, parce que ça peut arriver qu'on aille au procès pour un dessin, hein, la première chose qu'on demandera, c'est quelle était la volonté derrière. Si c'est une volonté de faire du mal, parce que ça se voit des fois quand les dessins ils sont volontairement pour faire du mal ou pour blesser, dans ce cas-là, effectivement, c'est difficile à défendre. Mais si l'intention, c'était de parler effectivement d'une religion, d'un but de certaines choses, etc., et que c'est pas fait pour faire du mal, mais c'est l'intention, elle compte quand même. Et souvent, il y a des gens, ils prennent tout au premier degré. Et puis en plus, pour un peu que je dis, c'est fait la boucle sur Facebook ou sur Twitter ou TikTok ou je sais pas où, et là ça monte en mayonnaise. Mais à la base, il faut s'exprimer. Et puis tu sais, il y a un truc tout simple, hein, c'est que la liberté d'expression, elle ne s'use que quand on s'en sert pas. C'est ça. C'est clair. C'est tout. Si à un moment on s'en sort tous, eh ben c'est exactement ce que disait Val tout à l'heure, quoi. Si on ne met pas les dessins partout, eh ben on baisse le niveau de plus en plus. Et vraiment, on ne pourra plus rien dire, plus rien faire. Evelyne nous dit le dessin, c'est l'art de s'exprimer sans les mots. Je dis bien art. Et puis elle rajoute, les religions se critiquent bien entre elles. Voilà, ça c'est une remarque effectivement pertinente d'Evelyne. Et puis Céline nous dit, la caricature sur la mort de Gaspard Ulliel était un peu limite, ainsi que sur les victimes du séisme en Italie. Et alors ? Donc, il y a une sensibilité, voilà. Ouais, et alors ? Non mais et alors ? On n'a pas le droit de faire une vanne. Après, moi, qu'elle ne plaise pas, moi, toutes les vannes ne me plaisent pas. Et alors ? Moi, je ne vais pas regarder tous les films qui sortent. Moi, il y en a qui me choquent, je les trouve très violents, d'autres pas violents, d'autres neuneux. Et alors ? Tiens, on peut être choqué, il ne faut pas condamner. Bien sûr qu'on peut être choqué. Attends, si t'es pas choqué de rien, tu vis quoi, sous vide ? On n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, par définition, quelque chose qui te choque n'est pas forcément quelque chose qui me choque. Alors, ça, on peut partir de ce postulat de base. Donc, si on ne se choque pas pour les mêmes choses, s'il faut trouver l'élément commun qui ne choque personne, même les couleurs, ça marche pas. Parce que je te dis, dans certains pays, le jaune, c'est la mort, d'autres, c'est sympa chez d'autres, Donc même les couleurs, il faudrait qu'il n'y ait plus de couleurs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est même plus nivellement par le bas. Donc non, et alors, ça choque, bien sûr. Moi, je me souviens toujours de ce dessin qui m'a fait bien marrer, parce que moi, j'aime bien les dessins trash, parce qu'ils font vraiment réfléchir. Et je sais pas si vous vous souvenez du petit gamin, Ilan, qui avait été noyé, qu'on avait retrouvé, le gamin de 4 ans, sur une plage. Eh oui. C'est il y a quelques années, là. Et il y avait un dessin de Charlie que j'avais trouvé vachement bien, tu vois. Où tu vois le gamin qui est sur la plage, là, et puis t'as une grosse pub McDonald's à 5-6 mètres, et en disant, je me rappelle plus l'accroche, mais c'était genre, il y était presque, ou je sais pas quoi, Enjoy McDonald's, ou ben, bon, mais ils en ont pris plein la gueule sur un dessin, alors que tout y était. C'est un moment où ces gens-là viennent rejoindre un modèle qui les a laissés crever dans l'eau, voilà. Et donc t'as McDonald's avec le clown, machin, etc., qui se marre, pendant que t'as l'autre, le gamin qui est 4 ans qui est mort. Mais ils en ont pris plein la figure. Ah, c'est choquant, patati. Mais justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour un moment, cerveau, quoi, réfléchir. Alors, tu as un dessin, justement, sur ton site, hein, dont on a mis le lien, jeancry.com, et dans le menu portfolio. C'est un type qui est un peu plus baraqué que l'autre, quand même, et qui dit, dans ma religion, on tape ceux qui ne croient pas comme nous, et là, il lui faut un grand coup de poing. Et le type, bon, évidemment, est sonné, et lui dit, pas dans la mienne. Et ensuite, on a un hashtag qui dit, la religion, c'est perso. C'est d'ailleurs un slogan que tu utilises également sur une affiche que tu mets à disposition à celui et celle qui le souhaite, sur la laïcité, la religion c'est perso. Il y a des dessins comme ça que tu mets à disposition. Tu parlais que effectivement dans les villes, heureusement il en reste, même si ça disparaît un peu, d'espaces de liberté où l'on peut afficher ce que l'on veut. Toi tu mets à disposition des dessins à qui le souhaite pour les afficher où ils veulent. Moi je fais de l'artivisme, hein. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trop d'éducation pour poser des bombes. Moi je pose des dessins et je me dis que des fois ça peut faire réfléchir et ça peut avoir un effet boule de neige. Bon. Donc je pars du principe que mes dessins ils sont tous libres de droit, sans utilisation commerciale. Puisque mon idée c'est de m'exprimer, et donc tous les dessins, vous pouvez les reprendre et diffuser allègrement, sans utilisation commerciale, en disant d'où ils viennent et sans modification. Donc et ça, en fin de compte, il y a 2-3 ans, toujours pareil, ils n'arrêtent pas de nous gonfler avec les problèmes de religion. Franchement, si c'était vraiment ça le problème, combien il y a de gens qui croient en Dieu en France? Enfin, je veux dire, je suis même plus chiffre, mais les 3/4 déjà ils en ont rien à foutre. Alors, franchement. On a d'autres soucis, quoi. Mais ils n'arrêtaient pas de nous gonfler avec ça parce que c'est tellement plus facile de parler de ça. Et donc, j'ai fait ce dessin, la religion, c'est perso, que j'ai été collé. Alors, je me suis payé des affiches, je prends la prémisse, puis j'ai été collé dans la ville. Et puis, ça a fait boule de neige. Alors, ça, j'ai trouvé ça génial, hein. C'est que, il y a des gens qui l'ont vu, et puis, à un moment, qui ont réussi à savoir que c'était moi, et qui m'ont appelé. Et j'ai même une élue d'une ville, hein, de banlieue, qui m'a dit, écoutez, moi, votre dessin, il me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de le reproduire? Alors, je dis, bien sûr, pas de problème. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reproduit et elle a fait imprimer des affiches et elle les a collées dans sa ville.
prends déjà, tu vois, tu te dis, bon, c'est cool, tu vois, l'idée sur la laïcité, la religion c'est perso, etc. Les idées passent. Et puis, un jour, elle me raconte ça, elle me dit que, donc elle avait des affiches chez elle, sur sa table, et là, il y a son petit-fils qui vient, qui voit les affiches, elle en connaît partout, dans tous les espaces d'affichage libre de sa vie, et elle voit l'affiche, et elle dit, la directrice est passée dans les classes, et elle nous a expliqué l'affiche. Et là, à un moment, tu te dis, ça veut dire que l'éducation populaire par le dessin, en donnant les moyens des outils, pour que les gens puissent rebondir dessus, puisque cette affiche-là a été collée dans la rue. Et donc, c'est la directrice qui l'a vue et qui a dit au gamin, il y a une affiche qui est dehors, donc c'est pas moi qui l'ai posée, donc je suis pas Samuel Paty, vous n'êtes pas obligé de me couper la tête, hein, pas moi qui l'ai posée. Par contre, elle est dehors, je vais vous expliquer ce que c'est, la laïcité, ce qu'il y a derrière, etc. Et c'est là que tu vois la force du truc. Et là, pour moi, ça a été assez fondateur parce que je me dis que si vraiment on occupait l'espace urbain sur des messages comme ça, des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qui se passe, ça leur permet de rebondir, ça leur permet de reformaliser les idées, de les reprendre et d'avoir des sujets de discussion en positif. Et donc, voilà, cette idée autour du dessin et de la reprise du dessin et de son utilisation, pour moi, c'est un vrai outil, un vrai levier. C'est ce qu'ils font dans les pubs. Enfin, quand aujourd'hui, tu vas acheter un t-shirt et que tu payes plus cher parce qu'il y a la pub, en général, c'est le contraire. On paye pour payer de la pub, pour porter de la pub. Mais oui. Ça s'appelle un sponsor, quoi. Mais non, les gens, ils payent plus cher parce qu'il y a une pub connue. Il y a une marque connue. Il y a un truc qui va pas, quoi. Alors, il y a un dessin très drôle aussi sur le confinement que tu as mis. Tous un peu perdus, 3 petits points. C'est un type qui balade son chien avec son... Donc le... C'est très drôle. Parce qu'en fait, je viens de faire une deuxième lecture, j'avais pas vu. Le chien a le masque de son maître. Et le maître s'est trompé, il a mis la muselière. Et ça, c'est très drôle. Je viens de vous le partager d'ailleurs sur le fil de conversation Facebook. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui tient la laisse, si tu regardes bien. En même temps, le gars est blond. Hein. Oui, en même temps, c'est un blond. C'est un blond. Effectivement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que là, la muselière, en fait, est dans la continuité de la laisse et on ne sait pas qui promène qui. Ouais. Non. Ah, le gars, il est complètement paumé. Hein. Ah oui, là, on peut pas être plus paumé que ça. Mais non, mais attends, pourquoi on n'a pas été, nous? Vous vous souvenez du discours de Sibeth Ndiaye qui nous expliquait que c'était dangereux, qu'elle n'arrivait même pas à le mettre, que les Toubib étaient en train de nous expliquer que c'était pas utile, que le Premier ministre était... Non, mais attends, c'est quand même, ils nous ont quand même pris pour des cons, mais bien, quoi. Bien. Et les gens, sincères, c'est ça ce que j'ai trouvé dégueulasse dans cet épisode-là, et c'est pour ça que je suis un peu lâché là-dessus, c'est que ils ont décrédibilisé la parole publique. À mentir comme ça, c'est important qu'à un moment... La République, c'est une belle chose. Vivre ensemble, c'est pas n'importe quoi, c'est compliqué. Je veux dire, on est 80 millions en France, on est plus 400 ou 500 millions en Europe. C'est compliqué de vivre ensemble. Donc, il faut des règles, il faut du respect de certaines institutions, il faut se respecter entre nous, etc. Et ces gens-là, ils ont sali ça. À nous prendre pour des imbéciles, à dire tout et n'importe quoi. Et les gens qui sont bons soldats, ils ont rempli leur petite attestation, qui était exprès pour les faire chier, parce que, quand même, ils les ont étudiés, je veux dire, pour les rendre compliqués. C'est fait pour ça, quoi. Et ils ont rempli leur petit truc, et ils ont pris 135 €, ou parce qu'ils n'avaient pas rempli leur propre papier, pour s'autoriser eux-mêmes. Et puis ils ont envoyé des hélicoptères aller chercher des gens sur des plages désertes et tout. C'est du grand n'importe quoi. Et les gens, sincèrement, ils ont dit, mais ça doit vraiment être très grave pour qu'ils fassent tout ça. Et voilà. Et ça, c'est malhonnête. C'est vrai. C'est malhonnête. Ils salissent la fonction. Ces gens-là ne sont pas dignes des fonctions qu'ils occupent. Monsieur Macron n'est pas digne de sa fonction de chef d'État. Il n'est pas à la hauteur. C'est un gamin capricieux qui s'entoure de start-upers et compagnie. Les mecs, ils sont 3/4, ils sont mis en examen, etc. Ils sont pas dignes des postes qu'ils occupent. Et nous, on a besoin d'avoir des gens qui sont à la hauteur de leurs responsabilités. On a des vrais enjeux, on a un bouleversement climatique, on a une urgence sociale là, qui est très claire. Il nous faut des gens qui soient cultivés, qui ont une certaine vision, qui pensent pas qu'à eux et à leur nombril. Et ces gens-là sont pas à la hauteur. Et je trouve qu'on est vraiment entouré de médiocres, en fin de compte. Oui, alors après, au niveau des sondages qui sont affichés sur les chaînes de télévision d'information que nous chérissons, évidemment, BFM, LCI et tous les autres, là, ce qu'on nous met en avant, c'est des chiffres où, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, c'est indéniablement Emmanuel Macron qui sera en tête. Donc je pense qu'en matière de PNL, puisque tu as fait cette formation sur la PNL, aujourd'hui on met dans la tête des Français des chiffres en disant mais quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, regardez tous les jours, quoi qu'il arrive, Macron est en tête. Ouais, il n'est pas encore candidat,
mais il est en tête. Et quel que soit le candidat au deuxième tour. Inconsciemment, les gens vont voter, de toute façon, voilà. Soit ils vont pas y aller, donc ça sert à rien qu'on aille voter, puisque Macron a autant de C'est un appel à l'abstention. Ben ouais. Mais bien sûr, c'est grave. Alors, ce qui est fou, c'est on a regardé aujourd'hui. Alors, ils ont un peu changé le site. C'est dommage. On avait un tableau qui était plus clair la semaine dernière sur le site du Conseil constitutionnel concernant les parrainages à l'élection présidentielle. On a halluciné ce matin. On avait donné des chiffres la semaine dernière, et ce matin, en regardant les chiffres, on est devenu fou. Ouais, c'est incohérent. Enfin, vraiment, là, c'est fou. 1945 promesses de signature, par exemple. Pour Pécresse. Non, mais il en faut 500, ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on arrive à 1945 promesses, quand on voit la qualité, parce que là, elle nous a fait de la qualité quand même. Là, il y a eu... là, moi, je veux dire, moi, après 33 ans de radio, j'ai pris une leçon de communication avec Pécresse. Là, franchement, entre la comédie inhumaine de la communication et les messages à faire passer, c'est juste lamentable. Mais quand on voit les chiffres, là, je peux vous dire que c'est assez fou. Alors, il y a une information, c'est que dans la liste qui vous est mise en ligne par le Conseil constitutionnel, apparaît, alors ça, c'est assez fou, l'ancien président de la République. Ah oui, c'est vrai. Nous avons Hollande. François Hollande. Et qui apparaît. Ouais. Alors, est-ce qu'un élu a envoyé à signer pour Hollande en disant c'est mon pote et quoi qu'il arrive, je vais signer pour lui. Pour l'instant, il a une signature. Non, mais en même temps, tu as bien des signatures pour Macron, il n'est pas candidat. Mais c'est ça. Ah oui, il en a 1300 et quelques, lui, déjà. Ouais, c'est quand même un grand foutage. On se moque du monde. On a vu Guillaume Meurice aussi. On a vu Guillaume Meurice. Ouais, j'ai vu qu'il y a une promesse aussi. Ouais, c'est bien. Moi, on se marre. Ouais. Mais c'est un souci. L'histoire des. Alors, je sais pas où c'en est sur l'histoire des statistiques, mais qu'est-ce qui s'est passé si tu regardes bien, c'est que sur les sondages, ils sont complètement plantés au municipal et au départemental. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y aura un raz-de-marée FN. Il n'y a pas eu de raz-de-marée FN. Et donc, là, maintenant, quand ils font les sondages, ils interrogent quelqu'un en disant: est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller voter? Il y a pas de gens, ils ne savent pas encore, quoi. Et donc, déjà, t'en as, alors, je te donne ça un peu à la fourche, j'ai plus en tête les chiffres, hein, mais globalement, t'en as une bonne moitié qui dit: je suis pas sûr. Donc, déjà, ils les enlèvent du sondage. Et donc, il te reste plus que 50% des sondés. Et sur ces 50%-là, ils disent: bon, vous allez voter. Et déjà, t'en as, je crois, 20% qui vont dire: je vais voter blanc. Et donc, c'est les 30% qui restent, c'est là-dedans qui décident si t'es monté de 1% ou t'es baissé de 1%, un tel ou un tel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune réalité mathématique, aucune réalité statistique. Ça n'a aucun sens. Exactement. C'est du vent. C'est du vent. Mais il les tartine. Il les tartine. Et ça, moi, c'est pour ça que j'ai plus de télé. C'est du bourrage de tête. C'est malhonnête. Alors, Nathalie Arthaud a l'ensemble de ses promesses, 529. François Asselineau, 217, je vous donne les gros chiffres. Nicolas Dupont-Aignan, 379, 1074 pour Anne Hidalgo, 490 pour Yannick Jadot, 122 pour Anas Kazib. On en avait parlé très brièvement, mais on ne connaît pas plus que ça. Jean Lassalle a 503 signatures, alors que Marine Le Pen n'en est qu'à 366 promesses, contre 1345 pour Emmanuel Macron, 370 pour Jean-Luc Mélenchon, 1945 promesses pour Valérie Pécresse, et Philippe Poutou, 199. Fabien Roussel, 529. C'est assez fou. Éric Zemmour, 291. Il a pris des signatures à Marine Le Pen. Mais 291. Hein. Aucun des deux n'a encore validé son accession à ça. Hein, alors justement, on a Angelo qui a une question pour Jean Cry. Angelo vous demande: comment voyez-vous les présidentielles? Je pense et j'espère qu'ils ne prendront pas le risque d'éliminer des candidats pour ces histoires de parrainage. Avant, les parrainages, ils étaient secrets. Donc, les gens pouvaient avoir leur parrainage. Et globalement, il y a un parti qui disait à une partie de ses élus locaux: bon, soutenez-le, parce que franchement, voilà. Sauf que maintenant, ça se sait qui soutient qui. Et donc, ceux qui tiennent les voix n'osent plus forcément dire qui soutiennent. J'ose espérer pour la démocratie qu'ils vont pas, et pourtant, je sais que c'est pas ma tasse de thé, mais qui vont pas empêcher un Zemmour ou une Le Pen de se présenter. Je vais même être très pragmatique: si Zemmour et Le Pen pouvaient se présenter tous les deux, ce serait très bien,
Parce que moi, ça diviserait le nombre de voix de fachos, quoi. Ouais. C'est quand même pas plus mal, quoi. Pour qu'on ait une vraie... Parce que le problème de cette élection-là, mais ça fait un bout de temps que ça dure, c'est que ce ne sont pas des vraies élections. C'est qu'à chaque fois, on vote par défaut au deuxième tour. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, à un moment, nous, on a besoin de faire de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire comment on vit ensemble, quelles sont les priorités, est-ce qu'on considère que c'est normal qu'il y ait telle carte salaire, qu'on puisse faire telle élection. C'est de la politique. On a besoin de faire de la politique. Or là, aujourd'hui, c'est du repoussoir. Pour avoir participé à la campagne, la première campagne qui a fait arriver l'extrême droite, hein, puisqu'en 2002, j'étais avec un des candidats, je me souviens très bien, j'étais avec un des candidats, en plus qui bousculait un peu le système hein, de l'intérieur. Donc, et Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et Jacques Chirac a été élu avec 82%. Qu'est-ce qu'on a appris après par la bande? On a appris par la bande que, alors, c'est ce qui se dit, hein, moi je n'ai pas pu vérifier, j'ai pas pu appeler, mais il se dit que Jacques Chirac avait appelé Christine Taubira, il avait fait les calculs, il avait dit il y a tant de candidats à gauche, si elle se présente, a priori, la gauche ne passe pas au deuxième tour, c'est Le Pen qui passe et je suis élu. Les gars, ils raisonnent comme ça. Et Macron a exactement raisonné comme ça, c'est pour ça que si vous vous souvenez, eh bien, on n'arrêtait pas de parler de Le Pen pendant l'élection présidentielle précédente, et puis on la faisait monter, etc. On agitait l'épouvantail, quoi. Il y a une vraie stratégie de faire un repoussoir pour faire un vote par défaut. Je vous invite à faire quelque chose qui est très, très intéressant. Vous vous mettez sur Google Images. Vous tapez le nom des candidats. Marine Le Pen, Mélenchon, etc. Et vous comparez les photos qui remontent. Sachant que les photos, c'est pas les photos de Google, bien entendu, c'est les photos qui sont prises des gens, qui sont prises par des photographes, etc., et qui se retrouvent sur le web. Faites le test et regardez comment la Le Pen elle est toujours belle, comment le Macron est toujours beau, comment la Mélenchon il fait toujours la gueule. Vous avez très peu de photos où Mélenchon, alors que c'est un type qui est plutôt souriant des fois, d'ailleurs il est pas plus con qu'un autre, il est pas plus moche qu'un autre, etc. Mais on voit bien que le travail de sape dessous, d'éviter de passer par la raison et de passer par là, mais juste d'être dans les représentations et d'agiter les épouvantails, est vraiment un travail de fond. Donc je pense que tout est possible pour ces présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a un candidat à gauche qui se dégage, je ne sais pas s'ils vont jouer l'équipe ou pas, les gens de gauche ou pas, et ils vont y aller ou pas, s'ils vont faire appel à l'intelligence et à écouter ce que disent les personnes plutôt que ce qu'on en dit, parce que là aussi c'est pareil, hein. Oui. Donc je prends les programmes de chacun, bah ouais, faut arrêter de dire ce que les gens disent de Macron, faut regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit. Ce qu'il dit est pareil, la Le Pen, elle a quand même dit, bah voilà, on fait la retraite à 60 ans, bah non, tout compte fait. Ah ouais, c'est ça, t'es peuple, toi? Voilà, bah la retraite à 60 ans, il n'est plus d'accord. Donc faut aller directement à la source. Et pareil pour Jean-Luc Mélenchon, il faut aller prendre le programme, le lire, etc. Je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Il faut prendre à la source. Faut pas faire confiance à ceux qui disent ce qu'il faut en penser. Exactement, ouais. J'ai lu un très très beau programme, enfin un programme en tout cas intéressant, qui vient de la Concorde citoyenne. Donc il y a un candidat qui se présente par rapport à ce programme, c'est Fabrice Grimal. Et en fait, ce sont des gilets jaunes qui bossent là-dessus depuis plus de 2 ans. Le programme est très très intéressant. Je vous invite à aller le voir, la Concorde citoyenne. Ouais. Il y a plein de gens qui réfléchissent. On est un pays, la France, on a de la chance. Et c'est pour ça qu'on peut leur en vouloir encore plus à Macron, à la Macron Startup Nation, là. C'est qu'on est un pays plutôt éduqué. On est un pays politisé. Parce que quand on regarde, quand il y a des vrais débats politiques, des vrais, par exemple, quand il y a eu le traité en 2005, le traité européen, où là, il y avait un vrai sujet. Les gens ont été votés à beaucoup. Quand c'était le traité de Maastricht, qui était un vrai questionnement sur l'Europe, les gens ont été votés. Quand il y a des vrais sujets, les gens, ils se mobilisent. Mais quand on leur agite n'importe quoi en disant « ouais, vous avez le droit entre lui et lui, de toute façon, c'est les mêmes, ils vont faire la même politique », bah, les gens, ils bougent plus. Donc les Français sont des gens politisés. Et je pense que c'est une vraie force que nous avons. Et c'est dommage qu'on s'en serve pas assez. Parce que c'est clair, ensemble, on est moins bêtes que tout seul. Hein. Merci à toi en tout cas. Et on a beaucoup de réactions qui sont arrivées par SMS également sur Facebook. Alors, moi, ça m'a donné envie de dire quand même que la déclaration des droits de l'homme, elle devrait être la référence sur laquelle s'appuyer pour mettre fin au problème de la liberté d'expression. Je pense que vraiment, tout part de là. Il faut se référer à la déclaration des droits de l'homme et arrêter avec ce questionnement sur la liberté d'expression. C'est notre référence, hein, et elle est toujours valable. Tu vas sur le site de l'État, où il y a toutes les lois, et ben, ces lois-là, elles y sont encore, et elles sont toujours valables. Et il faut les faire vivre. C'est important, tout à fait, je suis d'accord. Ouais.
Nous avons mis à plusieurs reprises, mais je le remets immédiatement également, donc l'adresse de ton site internet qui est jeancry.com. Certains tomberont peut-être aussi sur le .fr, parce qu'il y a aussi le .fr, c'est un autre site. Merci beaucoup Jean-Cry. Merci beaucoup à vous. Merci Jean-Cry. Merci bien, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.